Joseph P. Farrell, les recherches sur Die Glocke, la cloche. Les recherches allemandes en rapport avec l'antigravité, pendant la Seconde Guerre mondiale. En matière de recherche sur l'antigravité, il n'y avait pas seulement les travaux sur les possibilités de la physique de l'époque, qui ont été utilisés pour les appliquer à la réalisation de soucoupes volantes. 1. Les nazis ont aussi poussé la recherche en s'appuyant sur des technologies innovantes, liées à certains aspects de la théorie de la relativité, et aussi de la physique nucléaire. Il s'agissait de l'un des projets les plus ambitieux, et les plus importants du Troisième Reich. Ce que l'on sait sur ces recherches, provient de divers enquêteurs, qui se sont livrés, pour certains pendant plusieurs années, à des recherches sur le terrain en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis dans les archives, notamment la National Air Intelligence Command de la Wright-Patterson Air Force Base. Mais c'est en Russie que l'on trouve les documents les plus importants concernant les recherches les plus sensibles. Tout ce qui concernait les différentes recherches pour le développement de technologies de propulsion innovantes, destinées aux armes stratégiques, était entièrement aux mains des SS le Schutzstaffel E4, Escadron de production E4, Bureau SSE4. Malgré l'étendue des structures engagées dans ces activités, les noms des principaux responsables, même des généraux responsables, sont peu connus. La majorité des archives et documents furent perdus ou détruits à cause de l'avance alliée en 1945. Mais la principale cause du peu d'informations entourant ces recherches, c'est le secret absolu qui entourait ces travaux. Les SS disposant de moyens, et d'une autonomie qui leur permettait un anonymat assuré, concernant les recherches cruciales et stratégiques, dans lesquelles ils étaient impliqués. Par rapport aux autres organismes de recherche et d'armement, comme les Reichswaffenamt, Office militaire des armes, ou encore l'ancienne organisation civile Reichsforschungsrat, Conseil de recherche du Reich, le SSE4 possédait plusieurs avantages. La machine de guerre nazie incorporait, de façon directe ou indirecte, une grande masse de travailleurs forcés, que ce soit en provenance des camps de concentration ou des camps de travail, ou bien encore grâce au STO, service du travail obligatoire. Sans parler des entreprises des pays occupés. Les SS disposaient de leurs propres travailleurs, qui pouvaient être totalement isolés du monde extérieur. Quelles que soient leurs origines ou leurs catégories, ces travailleurs en contact avec des projets secrets sensibles, étaient appelés gens distragés, porteur d'informations secrètes. En plus la SS disposait de son propre budget. Financièrement parlant, elle était alors totalement indépendante du système officiel. Sans que la moindre information élémentaire concernant les projets soit à partager avec d'autres institutions centrales, telles que le ministère du Reich pour l'armement et la production de guerre, dirigé par Albert Speer. En fait, au lieu d'être centralisé, comme avec le projet Manhattan américain, sur la recherche de la bombe atomique, pour comparer avec un exemple aussi secret, le système des SS était organisé différemment. Un groupe ou une organisation pouvait de sa propre initiative faire des recherches dans tel ou tel domaine, sans que les autres n'en soient au courant. C'est par cette recherche compartimentée que plusieurs projets restèrent secrets, même après la guerre. Par exemple, la recherche sur l'antigravité était régie par une cellule secrète au sein du SS Führungsgruppen, QG opérationnel, nommé Hansgruppe 8 ou MTVIFE, département de l'armement. Ce dernier était commandé par le SS Gruppenführer Otto Schwab. La coordination globale du projet était assurée par le SS Gruppenführer Hans Kamle, photo ci-dessous. Mais à part quelques officiers supérieurs, comme le SS Obergruppenführer Emil Masuv, ou le SS Brigadeführer Heinrich Gartner, le nom de la plupart des acteurs clés de ces projets les plus secrets sont restés inconnus. À part Hitler, Bormann et quelques privilégiés, seulement les participants directs au projet étaient au courant, personne d'autre. Le projet RWS-1. Le projet d'antigravité portait le nom de RWS-1. Projet tellement important qu'il reçut une classification unique, il était qualifié de Kriegsentscheidung, primordial pour la guerre. Il était basé en Silésie, Pologne. Ce projet était dirigé par le professeur Walter Gerlach, nommé directeur scientifique. Il était épaulé par les professeurs Thiering et Pascual Jordan. Le système de propulsion, impliquant le contrôle de la gravité, avait pour base un engin que les SS avaient baptisé Die Glocke, la cloche. Ce projet, comme la plupart des autres projets secrets, était implanté dans le Niedersachsen, nom donné à la région de Basse-Silésie, en Pologne, et en Tchécoslovaquie, près de Fürstenstein-Waldenburg. Ces deux régions montagneuses étaient jugées sûres, d'ailleurs, c'est là que se trouvait le quartier général d'Hitler. Toutes les installations et constructions étaient concentrées dans un rayon d'un peu plus d'une dizaine de kilomètres, carte des complexes ci-dessous. Celle-ci portait le nom de code de SS Sonderbovoraband S3, projet de construction spécial S3. Projectrice, MAP-PNG.
L'ensemble du complexe que représentait S3 était une gigantesque entreprise comparable au projet Manhattan américain. Par les interrogatoires du ministre Albert Speer, de la production de matières premières et des relevés de stock, on sait que les différents projets abrités par S3 consommaient à eux seuls plus d'acier et de béton qu'il en fallait pour construire les abris anti-aériens dans tout le pays. Près de 60 000 personnes, y compris des prisonniers, y participèrent. 2. La description et le principe de fonctionnement de la cloche. Malgré sa forme assez simple, maquette de la cloche ci-dessous, son fonctionnement et surtout ses effets collatéraux constatés, montrent qu'il en est tout autrement. De belles modèles. Les premières descriptions étaient incomplètes, car elles émanaient d'un personnel militaire non scientifique, qui n'avait pas accès à toutes les données. Néanmoins, elles apportèrent des détails intéressants. L'élément principal de la cloche était constitué de 2 tambours cylindriques d'environ 1 mètre de diamètre, montés sur le même axe et tournant en sens inverse à très haute vitesse. Ces tambours étaient faits d'un métal argenté non spécifié. L'axe, constitué d'un métal lourd très dur, formait un noyau très particulier d'un diamètre de 12 à 20 cm, dont l'extrémité inférieure était fixée au piétement massif de la cloche. Avant chaque essai, on introduisait dans le noyau un récipient allongé en céramique, décrit comme ressemblant à une bouteille vide, entouré d'une ganche de plomb d'environ 3 cm d'épaisseur. Ce récipient, d'1 à 1,5 m de long, était rempli d'une substance métallique émettant un reflet violacé et ayant, à température ambiante, la consistance d'une gelée légèrement coagulée. Cette substance portait le nom de Kodiakserum 525, Hirserum 525 et contenait, entre autres constituants, de l'oxyde de thorium et de beryllium. 3. Les documents mentionnent également du xeron, une sorte d'amalgame au mercure devant inclure des isotopes lourds. Il y avait aussi du mercure, mais à l'état pur cette fois, dans les cylindres rotatifs. Ce mercure était fortement refroidi au début, et peut-être aussi au cours de chaque essai. Car il y a mention de l'utilisation de gaz liquide, d'oxygène et d'azote, qui semble bien qu'il servait au refroidissement. L'ensemble du dispositif, cylindre et noyau, était couvert d'un boîtier en céramique en forme de cloche, dont la partie supérieure cylindrique était coiffée d'un dôme couronné d'une sorte de système d'attache. Le tout mesurait environ 1,5 m de diamètre et 2,5 m de haut. Un gros câble électrique était relié au dôme supérieur. L'engin était posé sur un piétement en métal massif, d'un diamètre un peu supérieur à la cloche. En comparaison, voici la photo de l'équivalent de la cloche à notre époque, avec ce moteur réalisé par l'Institut physique des plasmas et de microfusion laser de Warszawa en Pologne, la réalisation exacte est en fait horizontale, avec le sol à gauche, mais la photo est redressée pour voir la similitude avec l'aspect de la cloche de la Seconde Guerre mondiale. Les expérimentations de la cloche. Les expérimentations furent réalisées en Pologne sur le site minier de Wąsło, situé non loin de la frontière tchèque. En Tchécoslovaquie, dans le protectorat de Bohême-Moravie, se trouvait à Pilsan, le centre scientifique principal du projet RWS-1, où était aussi étudié un projet de propulsion basé sur la physique nucléaire. Concernant le déroulement des expérimentations, l'information est plus complète. L'une des meilleures sources est un ancien employé de la Deutsche Reichsbahn, les chemins de fer du Reich, nommé Joachim Ibrom, qui travaillait dans le district d'Opole, Pologne, qui fut témoin d'un dispositif spécial destiné à certains essais en terrain découvert. Celui-ci était monté sur 3 voitures de chemin de fer, marquées de grandes croix rouges et était constitué d'une source d'énergie, pouvant être connectée à des lignes à haute tension disponibles à différents endroits de la ligne de chemin de fer. Ces wagons étaient par la suite rayés de la liste des stocks de la direction des chemins de fer d'Opole, officiellement sous prétexte de destruction par un bombardement. En fait, ils étaient détruits au lance-flammes, et les débris métalliques restants étaient découpés au chalumeau et dispersés sur un site où l'on se débarrassait des déchets. L'autre façon de procéder à des essais en plein air, peut-être d'une autre nature, était d'utiliser la structure en béton, photo ci-dessous, construite sur le site de recherche dans Silesia Complex JPG. La surface de la cloche était recouverte de tuiles en céramique, sûrement pour limiter les effets des radiations, et le sol d'épais tapis en caoutchouc. Ceci était détruit après chaque essai, tandis que les tuiles étaient lavées, décontaminées, avec une sorte de saumure rouge pâle. La cloche était ensuite mise en place au centre de la structure par une grue, et on entreposait l'énorme alimentation en énergie dont elle avait besoin. La cloche était fixée par des chaînes, aux piliers de la structure de béton qui entourait la cloche, pour éviter, du fait de la propulsion à antigravité, que la cloche ne s'élève et vole n'importe où. Elle était donc retenue, avec un minimum de jeu, pour lui permettre d'évoluer plus ou moins librement, mais en limitant ses évolutions, par la longueur des chaînes, pour plus de sécurité.
Avant le début de l'expérience, tout le personnel devait s'éloigner à une distance de 150 à 200 mètres. On avait distribué des vêtements protecteurs en caoutchouc et des casques munis d'une grande visière rouge. Il fallait un certain temps pour que les tambours de la cloche se mettent en mouvement. Dès qu'ils avaient atteint la vitesse nécessaire, la première partie de l'essai pouvait commencer. Cela consistait à connecter l'appareil à un courant de haut voltage. Par la suite, le dispositif devait être refroidi régulièrement. Les essais étaient très courts et ne dépassaient pas quelques minutes à chaque fois. Dans le complexe de Rez, dans les installations souterraines, la cloche était aussi testée, mais à la différence que le moteur n'était pas rendu libre de ses mouvements. L'ensemble était alors solidement fixé au sol. À chaque essai, des appareils photo, des caméras et des appareils de mesure étaient installés pour étudier et mesurer les expérimentations. Et aussi des échantillons et des objets divers et des êtres vivants, petits animaux et prisonniers humains, étaient installés à proximité, afin de voir les effets du rayonnement et des radiations. Les effets collatéraux électromagnétiques et biologiques. Les effets secondaires de ce moteur étaient nombreux, un bruit comme des abeilles dans une ruche. Dès le branchement du courant, il est à noter que lors d'apparitions d'ovnis, lorsque le témoin est assez près, il entend souvent comme un bourdonnement, une surtension dans le réseau électrique 220 volts, qui faisait griller les ampoules, dans un rayon de plus de 100 mètres dans les cas d'essai au niveau du sol, une phosphorescence bleutée, démontrant une radiation ionisante, ainsi qu'un puissant champ magnétique. Sur les plantes, le moteur provoquait la formation d'une substance cristalline. Il est déjà arrivé lors d'apparitions d'ovnis, que l'on voit tomber du ciel, ce que l'on appelle des cheveux d'ange, c'est comme de longs filaments fins et très fragiles. Mais aussi, 5 heures après les essais, les plantes devenaient pâles ou carrément grises, avec une décomposition de la chlorophylle, mais la plante continuait de vivre normalement pendant environ une semaine, puis elle mourait en 8 à 14 heures, et se trouvait enrobée d'une substance noire graisseuse, ressemblant à du mazout. Vers le 15 janvier 1945, l'équipe était parvenue à réduire à seulement 12 à 15% les effets secondaires sur les échantillons. Et de 2 à 3% le 25 mars. Plusieurs prisonniers du camp de concentration de Gross-Rosen furent utilisés, avec un commando assigné à différentes tâches liées aux expériences. Mais aussi comme cobayes, pour voir les effets du moteur sur les humains. Les effets sur les individus étaient divers. Parmi les effets à long terme, on a signalé maux de tête, goût métallique dans la bouche, troubles du sommeil, de l'équilibre, des crampes et troubles de la mémoire. Il fallut beaucoup de temps pour limiter et minimiser au maximum ces effets indésirables. Mais il y eut des effets qui provoquèrent des décès parmi des scientifiques. Donc, la première chose fut de supprimer totalement ces effets. Mais les effets les plus impressionnants seront constatés sur les essais dans la chambre d'essai souterraine. Les personnes montraient une multitude de lésions, désintégrations de la structure tissulaire, gélification, startification de liquide, dont le sang. Durant la première phase des essais en mai-juin 1944, ces effets causèrent la mort de 5 sur les 7 scientifiques participant aux expérimentations. Le principal objectif des premiers essais sera de limiter et de supprimer ces effets dangereux et indésirables. Il y avait aussi le département de recherche et développement du Jagersta, un personnel de la chasse qui collaborait de façon réduite avec la Luftwaffe, et une station expérimentale destinée aux essais de contrôle des nouveaux engins volants à propulsion innovante, et de leurs effets sur les humains. Des enfants de malades mentaux y avaient été employés. Ces études étaient dirigées par le professeur Hubertus Strugol. Les théories de la physique sur lesquelles s'appuie le principe de la cloche. La base théorique de la physique, liée aux phénomènes décrits plus haut, faisait appel à des principes qui n'ont pas encore été réels en approfondis de nos jours. Mais deux notions primordiales se dégagent, celle de la compression de vortex, et celle de la séparation des champs magnétiques. Même si la base de recherche au niveau du savoir de la physique de l'époque, la recherche allemande, a en fait pris une approche qui a été délaissée, et qui relie la gravité à certains effets quantiques ainsi qu'au spin, d'après les travaux de Gerlach, Thirring et Jordan, 4. Cette base de recherche leur aurait été suffisante pour aborder un système de propulsion à antigravité, qui n'était ni celui des soucoupes de type Vril ou Onobu, ni celui de Pilsan, lié à la recherche nucléaire pure, qui était un autre projet, différent de celui de la cloche. D'après les connaissances actuelles, il y aurait peut-être un rapport avec les solitons gravitationnels. Pour en savoir plus, il faut attendre que des scientifiques et des physiciens se penchent sur ces théories et publient leurs résultats.